Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce plateau de la 16e semaine de la qualité de vie au travail en direct de l'ANACT à Lyon. Je suis contente aujourd'hui d'animer ce webinaire qui sera un témoignage d'une entreprise, l'entreprise Ekiom, que je vais vous présenter. Et plus particulièrement, on va s'intéresser aujourd'hui à la mise en place des espaces de discussion. Alors, pour rappel, je suis Ségolène Journoux, j'appartiens à l'ANACT. L'ANACT est donc, pour ceux qui ne connaissent pas, l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail. Nous travaillons depuis Lyon pour l'Agence nationale et nous avons un réseau régional d'associations qui sont là pour vous accompagner, les entreprises, mais aussi consultants et acteurs institutionnels. Notre mission, bien entendu, c'est de promouvoir l'amélioration des conditions de travail en agissant sur l'organisation et les relations professionnelles. Et pour cela, nous concevons et déployons des méthodes et des outils pour progresser durablement en matière de qualité de vie au travail. Alors, pour cette 16e semaine de qualité de vie au travail, un changement de slide, s'il vous plaît. Simplement rappeler que nous faisons ça avec des partenaires. Les partenaires donc, de cette 16e qualité de vie au travail sont Clésia, le groupe MGEN Vive, Malakoff Médéric Humanis et également Préventica et Siassi Saint-Honoré. Alors aujourd'hui, je me permets d'accueillir l'entreprise Ekiom qui est bien représentée ici, avec donc à ma gauche Alexandre, qui est directeur de la formation et du développement des collaborateurs. Nous avons également Muriel, qui est animatrice de produits spéciaux et également déléguée syndicale centrale, élue CFDT. Et puis Frédéric, qui est directeur de la santé et sécurité chez Ekiom. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet qui est la mise en place des espaces de discussion, première question, c'est Alexandre, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement Ekiom, qui vous êtes ? Oui, bien sûr. Donc Ekiom, c'est un groupe français, filiale d'une compagnie irlandaise qui s'appelle CRH. On est spécialisé dans la production et la vente de matériaux de construction, et notamment ciment, béton, granulat. On a également une unité pour valoriser les déchets à l'intérieur de nos process cimentiers. Donc tous nos clients, c'est des clients du bâtiment et des travaux publics, donc à la fois des grandes entreprises, mais également des petits groupes et des artisans. Donc un panel de clientèle assez vaste. On est 1500 salariés, on est répartis sur, comme vous voyez sur la carte, sur principalement le nord et l'est de la France, et également le centre-est, et des unités également dans l'ouest, donc plutôt nord, moitié nord de la France, avec beaucoup de sites. Donc on a 115 centrales à béton, on a 40 sites de production de granulats, donc les sables et graviers, et également des centres de broyage, 3 cimenteries, donc une multitude de sites qui sont plus ou moins grands, avec des sites d'une centaine de personnes, mais beaucoup de petits sites. Et on va en parler tout à l'heure, c'est aussi une de nos problématiques et un des intérêts de l'ensemble des actions qu'on est en train de mener. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'un groupe, une entreprise telle qu'Ekiom s'est lancée dans une démarche QVT ? Alors pour nous, c'est essentiel. La qualité de vie au travail, ça participe de la performance générale de l'entreprise. Au-delà des aspects financiers, des investissements, c'est la place des femmes et des hommes dans l'entreprise. Et la qualité de vie au travail, c'est quelque chose qu'on a lancé déjà il y a quelques années à travers un groupe de travail. Et on a voulu mettre en place des actions, faire une enquête autour de la QVT pour voir ce qu'attendaient les salariés de l'entreprise, ce qu'ils voulaient mettre en place, et on est en train de réaliser cette mise en place, et on est en train de réaliser avec eux des actions sur la qualité de vie au travail. D'accord. Et plus précisément, quel type d'action, par exemple, Alors, ce qui est ressorti en termes d'attente des salariés ? Donc des attentes en termes de formation, des attentes en termes d'espace de discussion, on va en parler. Également des attentes en termes d'aménagement des espaces de travail. Donc on a eu un certain nombre de retours de la part de cette enquête et on a pu réaliser et mettre en place les priorités. On ne peut pas tout faire d'un coup, donc on a des priorités. Bien sûr. Et une des priorités, c'est effectivement ces espaces de discussion. D'accord. Et Frédéric, alors, est-ce que vous pouvez nous dire
concrètement, comment on lance une démarche QVT? Parce que c'est vrai qu'on parle un petit peu d'enquête, de résultats, mais comment on s'y prend plus précisément dans une entreprise telle qu'Ekiom? Voilà, alors, donc en tout cas, nous, notre expérience, moi personnellement, j'ai eu la chance d'être nommé en 2017, avant de prendre cette nouvelle fonction de la direction santé-sécurité, j'ai été nommé coordinateur de la qualité de vie au travail. Je tiens à le souligner parce qu'en fait, un groupe de 1500 salariés qui dédie une personne pendant un temps quasiment complet autour d'un comité de pilotage pour améliorer la qualité de vie au travail, c'est quand même un signe fort d'engagement et de volonté de travailler sur le sujet. Et je pense que ça vient aussi de notre culture et puis aussi de notre volonté d'améliorer de manière générale la santé des collaborateurs, etc. Alors, en fait, on a déjà commencé à travailler sur le sujet en 2015. On n'a jamais arrêté en fait depuis 2015 à vraiment travailler sur la dimension qualité de vie au travail. Et en 2017, on s'est dit il faut peut-être qu'on restructure notre manière d'appréhender le déploiement de cette démarche. Alors moi personnellement, j'ai eu l'occasion de venir à l'ANACT faire une formation pour savoir mettre en place une démarche de qualité de vie au travail. J'ai pu voir la manière dont vous appréhendiez l'organisation et les sujets qui devaient contenir une démarche globale de la qualité de vie au travail. Et puis, j'avais également, avec le comité de pilotage, on regardait un peu ce qui se passait au niveau de nos amis canadiens, comme une démarche qui est aussi intéressante. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'ensemble, avec les partenaires sociaux, les membres du comité de pilotage PAQT, on a défini une organisation assez compréhensible et facilement interprétable par l'ensemble de nos collaborateurs pour expliquer ce sur quoi on voulait travailler en termes de qualité de vie au travail. Donc autour de 4 piliers qui sont l'environnement de travail. Voilà, qu'on peut voir à l'écran. Oui. L'image précédente, voilà. Donc travailler sur l'environnement de travail, l'hygiène de vie, tout ce qui tourne autour de l'équilibre de vie personnelle et professionnelle, et l'organisation et le management. Et tout ça dans un objectif d'améliorer bien sûr le bien-être, la performance et l'attractivité de l'entreprise. Et autour de ces 4 piliers, et dans ces 4 piliers, on a pu définir à l'avance, entre nous, au niveau du comité de pilotage, l'ensemble des sujets et des leviers sur lesquels on pouvait éventuellement agir au bénéfice de l'amélioration de ces piliers. À partir de là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de mener à bien et de construire par nous-mêmes une enquête qui était exactement fidèle au contenu de cette organisation qui est représentée ici autour des 4 piliers. Donc les collaborateurs ont pu voir, on va dire, un peu le cadre et le champ d'intervention sur lequel on voulait progresser en termes de qualité de vie au travail sur ces 4 piliers qui sont assez compréhensibles. Et après, dans l'enquête, ils ont pu voir l'ensemble des leviers qu'on leur proposait à répondre, ce qui nous a permis, comme le disait Alexandre tout à l'heure, de nous fixer une feuille de route qui soit issue de la véritable expression des collaborateurs sur ce qu'ils attendaient. Et on a pu avoir des surprises, voilà. Et voilà, alors dans ces attentes, est ressorti effectivement les espaces de discussion. D'accord. Et ces espaces de discussion, c'est quelque chose qu'on doit malgré tout à l'ANACT, parce que c'est quelque chose qui, là aussi, grâce à ces formations qu'on a pu faire à l'ANACT, nous est apparu comme une évidence et qu'on a intégré dans le questionnaire et on a attendu de voir si ça ressortait en termes d'attente des collaborateurs. Et c'est ressorti. D'accord, donc c'est effectivement l'expérimentation aujourd'hui. Donc une attente de vos salariés de s'exprimer au quotidien sur leur travail pour pouvoir agir sur celui-ci, effectivement. C'est ça. D'accord. Et alors, Muriel, en tant que déléguée syndicale, comment vous vous êtes engagée dans cette aventure de démarche QVT ? Donc vous faites partie, je pense, du comité de pilotage. Oui, donc en fait, dès le départ de la formation du comité de pilotage, Ekiom nous a sollicité pour participer au comité de pilotage. Comme le disait Alexandre, nos métiers, c'est le béton, le ciment, le granulat. Donc il y a un IRP de chaque métier qui est présent au comité de pilotage, ce qui permet vraiment d'avoir une vision terrain et du vrai ressenti des employés. D'accord. Et comment vous faites le lien ensuite avec vos autres IRP, instances représentatives ? On fait le lien déjà par rapport à nos syndicats respectifs. Oui. Et en CSE, on peut redescendre les informations du comité de pilotage. D'accord. Et alors, du coup, Alexandre, en tant que représentant, je veux dire, de la direction chez Ekiom, est-ce que, puisqu'on est sur cette 16e semaine qualité de vie au travail avec les liens entre QVT et performance, quel lien faites-vous avec la performance de l'entreprise dans cette démarche QVT et espace de discussion ? Pour nous, c'est un élément qui est très important et un élément essentiel.
Une de nos ambitions, c'est d'être une entreprise attractive et apprenante. Et dans la partie attractivité, c'est toute la partie marque employeur, c'est également ce qu'on fait, parler de ce qu'on fait, parler du bien-être de nos salariés. Donc c'est important qu'à la fois, qu'à travers cette démarche qualité de vie au travail et à travers les espaces de discussion, on ait également des salariés qui puissent mieux s'exprimer, qui puissent plus s'exprimer et qui puissent être plus épanouis. Et on a vraiment besoin d'avoir également la bonne personne au bon endroit. Donc on a besoin d'attirer de nouveaux collaborateurs, d'attirer des jeunes, mais également de développer nos collaborateurs en interne. Et toute cette démarche qualité de vie au travail et cette démarche des espaces de discussion, ça participe également à ce développement en interne et à l'attrait de notre entreprise à l'extérieur. D'accord, donc une dynamique d'apprentissage à la fois pour les salariés, effectivement, et qui contribue j'allais dire, leur développement, leur épanouissement en interne, mais aussi au développement de leurs compétences. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, maintenant, rentrons quand même dans le vif du sujet. Un espace de discussion. Frédéric, racontez-nous un peu comment on s'y prend pour mettre ça en place. En quoi ça consiste déjà, parce qu'on en parle comme ça, comme une chose. Oui, c'est sûr. Déjà, un espace, on a l'impression c'est une bulle qu'il faut créer, de discussion. On ne ferait que de discuter. Et donc, on se rend compte que déjà, il faut trouver ces espaces. Et puis, on ne fait pas que d'y discuter, il faut surtout aussi décider et amener le collectif à pouvoir prendre des décisions. Voilà. D'accord. Alors d'ailleurs, vous lui avez donné un titre particulier à vos espaces de discussion. Alors, pendant un certain temps, on a conservé ce libellé d'espace de discussion qu'on a hérité, en fait, on va dire, avec les relations qu'on a pu entretenir avec l'ANACT pour nous accompagner dans cette démarche. Et très vite, on s'est rendu compte qu'il était important de modifier quand même le libellé. Et on a appelé ça donc des temps d'échange et de décision. Parce que, en fait, véritablement, ces espaces de discussion, c'est l'opportunité pour les collaborateurs de pouvoir en fait, exprimer tout ce qu'ils ont besoin pour améliorer en fait, leur bien faire et bien vivre le travail. Si on s'arrête juste à l'étape de les collaborateurs se sont exprimés, ça veut donc dire que ça va relayer la prise de décision sur l'action à mettre en œuvre pour améliorer la situation à quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes. Et donc, dans la dynamique de la délégation, la confiance, l'autonomie qu'on cherche à développer auprès de nos équipes, il est important que ces temps de discussion soient également productifs en termes de décision. Et que ces décisions soient prises par les personnes qui émettent en fait au départ les suggestions d'amélioration. Pourquoi ? Parce que ça les rend vraiment acteurs. Ça garantit, on va dire, peut-être mieux la qualité de l'action qui est mise en œuvre, parce que s'ils en sont acteurs, ou tout du moins s'ils y participent grandement, ils sont certains que c'est fait comme ils le souhaitent. Et puis donc, pour le coup, c'est beaucoup plus agile, beaucoup plus rapide. Voilà. Donc effectivement, on a appelé ça donc, les temps d'échange et de décision. Des TED. Alors, racontez-nous comment on s'y prend. Alors, ce qu'on a décidé, c'est de constituer donc, en fait, un groupe de référents sur les temps d'échange et de décision. Donc, on a reconstitué un groupe à partir donc, du COPIL PAQT, plus d'autres personnes pour être certain d'avoir une meilleure pluridisciplinarité. Donc, les profils, c'était quoi ? Des managers, des élus Il y a des élus, des managers, des non-managers, voilà. Et aussi, vous l'avez vu, des représentants régionaux un peu différents, voilà, du nord, de l'est, etc., du centre-est. Et puis également des représentants de chacun de nos business, béton, ciment, granulat ou également valorisation des déchets, pour être certain d'essayer d'avoir un bon mapping. D'accord. Alors, on est à peu près une dizaine. Donc, on s'est tourné vers l'ANACT pour nous aider dans une démarche d'accompagnement, formation, action, transfert du savoir, dans le cadre d'une démarche d'expérimentation. Et donc, ces 10 personnes, donc on a été formés pendant 2 jours. Alors, sur quoi précisément ? Alors, sur déjà en fait, c'est quoi les espaces de discussion ? Quelles sont leurs finalités ? Et puis ensuite, comment on anime un espace de discussion ? Et on a été formé également sur la posture. D'accord. Parce qu'on se rend compte que, effectivement, c'est un temps différent que des temps de réunion habituels. On est tous habitués à participer ou à animer ou diriger des réunions, mais animer un espace de discussion, c'est un changement de posture managériale ou simplement posture pour les personnes, même si on n'est pas manager, parce qu'il faut avoir la capacité de faire générer en fait ces expressions. S'assurer que chacun a la possibilité de s'exprimer, qu'il n'y ait pas de coupure de parole, etc., que tous les sujets sont possibles et ouverts.
Et puis également de faire en sorte que le groupe, après s'être mis d'accord sur les sujets sur lesquels ils veulent travailler, amener le groupe à eux-mêmes pouvoir ensemble prendre des décisions. D'accord, mais alors est-ce qu'il y a des techniques particulières, des outils à mettre en œuvre? Alors, donc, là-dessus, c'est vrai que c'est un peu un savoir-faire qu'on apprend un peu à l'usage, mais bon, dans la formation, on a appris à pouvoir faire du feedback, du débriefing, de pouvoir également faire du recentrage, de la reformulation, pour être certain que chacun comprenne vraiment le sujet qu'évoque une personne. D'accord. Et le travail dans tout ça, comment vous abordez effectivement cette notion de travail au quotidien et avec quel point d'attention? Alors, en fait, ce qu'on fait, c'est que quand on fait ces expérimentations, on demande aux participants de préparer un minimum un petit peu ce temps d'échange avec en fait une communication qu'on leur fait en leur disant de venir avec des idées d'amélioration pour améliorer leur quotidien au niveau du travail. Donc, soit ils utilisent ce qu'on appelle la technique du safari photo. Donc ils prennent une photo qui va venir matérialiser ce qu'ils souhaitent exprimer. Soit ils viennent avec déjà une idée, ou alors on le verra tout à l'heure dans nos retours d'expérience, sur certains ateliers, ils sont venus comme ça, et on leur a fait une technique de post-it, ils se sont exprimés, et le collectif s'est mis d'accord sur les sujets qu'ils souhaitaient traiter et résoudre entre eux ce jour-là, pendant le temps qui était ouvert aux espaces de discussion. D'accord. Donc, si je résume, vous avez eu une formation pour vous habituer effectivement à avoir cette nouvelle posture de facilitateur, pour effectivement aider les salariés à s'exprimer sur leur travail au quotidien. Vous avez également dans votre mallette d'animateur quelques outils pour aider justement cette facilitation. On a travaillé là-dessus parce qu'en fait, on s'est dit, voilà, les espaces de discussion, les temps d'échange et de décision, comme on les nomme maintenant chez nous, chez Ekiom, il va falloir qu'on équipe ces référents comme des VRP avec de l'outillage pour pouvoir plus facilement communiquer sur le contenu de ces espaces de discussion, à quoi ça sert, quels sont leurs objectifs, comment ça s'organise, comment ça s'anime et quelle en est la finalité. Donc là, on a pu développer une petite plaquette interne, sous la forme d'ailleurs d'une BD, qui permet de reprendre de manière assez ludique et attractive ce que sont les espaces de discussion, donc les temps d'échange et de décision chez nous, pour porter plus facilement ce message à la fois auprès des équipes de direction et de management, mais également ce document il est directement utilisable par les personnes qui vont bénéficier et participer à ces espaces de discussion. D'accord, donc si je comprends bien, dans la démarche, il y a eu un temps de formation d'un groupe de référents. Et puis ensuite, ces référents partent avec leur jolie mallette, convaincre de la nécessité et de l'intérêt de ces espaces de communiquer sur quelque chose qui est quand même, somme toute, on ne va pas dire que c'est nouveau, mais quand on l'appréhende comme ça, ça peut être un peu étrange. La crainte qui peut être facilement et compréhensible par certains managers, c'est éventuellement, justement, c'est une réunion de plus. Et donc, on s'est vraiment, entre guillemets, battu. Dans notre communication, c'est livré, on l'a fait au niveau de l'équipe des expérimentateurs, on a conçu ça ensemble. On a bien fait attention pour bien démontrer que ces temps d'échange et de discussion, ce ne sont pas des temps supplémentaires. D'accord. Donc, alors, du coup, je me tourne vers Muriel et puis Alexandre, parce que je crois que tous les deux, vous avez été expérimentateurs. Donc, racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Alors, Muriel, vous avez testé quoi ? Donc moi, j'ai fait une expérimentation au niveau du service laboratoire dans les Hauts-de-France. Donc il y avait 6 personnes avec 2 facilitateurs. J'ai préparé la réunion, enfin pas la réunion, l'EDD, en leur demandant de ramener à chacun une photo de quelque chose dont ils voulaient parler. Une photo en lien avec le travail, je suppose, oui. On s'est réunis, donc au départ, c'est vrai que les salariés étaient un petit peu sur la réserve. Ils ne savaient pas trop à quoi s'attendre et je ne l'ai pas intégré à la suite d'une réunion. J'ai fait vraiment un temps à part. Dédié. Donc dédié à l'ODD parce que pour nous c'était une première et on voulait voir un petit peu comment ça se passait. Donc les salariés étaient plutôt sur la réserve au départ et puis au fur et à mesure avec les photos ils ont commencé à parler, à faire remonter des problèmes qu'ils avaient au quotidien et ça nous a permis de vraiment refaire
D'accord, alors refaire un point. Quand vous dites des problèmes du quotidien, c'est quoi par exemple? C'est vraiment... alors là, ce qui est ressorti, c'est l'aménagement, par exemple, d'une table à éprouvette sur une centrale qui n'était pas conforme à leurs attentes, qui n'était pas pratique, donc ils voudraient la changer. Un point d'arrivée d'eau, ça paraît tout bête, mais pour eux, c'était important de pouvoir résoudre ce genre de problème qui pourrait faciliter leur travail au quotidien. Et aussi l'aménagement d'un transpalette sur une centrale, parce qu'il y a énormément de granulats et de ciment qui arrivent au laboratoire, et de pouvoir les faire descendre du camion sans contrainte. Donc des choses extrêmement opérationnelles, voilà. concrètes, qui améliorent le fonctionnement et sur lesquelles ils sont en capacité d'agir quasiment immédiatement. Je suppose c'est eux qui sont capables d'agir immédiatement. Après, pour le transpalette, il faut l'accord de leur responsable. D'ailleurs, pendant cette EDD, le responsable n'a pas souhaité être présent parce qu'il voulait vraiment libérer la parole des salariés. Donc, pour la première fois, il a décidé de ne pas être présent. Donc, j'étais la facilitatrice. Et on refait une réunion fin juin et là, il a demandé à être présent. D'accord, donc ce qui fait un TED, donc ce temps d'échange et de décision tous les 2-3 mois pour vous à peu près Si on fait tous les 2-3 mois, ce serait bien. D'accord, ok. Et comment ça a été vécu par les salariés? Alors c'est ce que je disais, au départ les salariés étaient vraiment sur la réserve. Et au fur et à mesure de la discussion, on voit qu'ils commencent à parler entre eux, à faire remonter, et chacun trouve les solutions aussi pour les autres, donc c'était très intéressant. D'accord. Alexandre, de votre côté, vous avez essayé aussi un espace de discussion, cette fois-ci au siège, oui, avec une population plutôt de salariés cadres ou Oui, plutôt une population salariée cadre, donc un peu différent. On a voulu tester en fait plusieurs types de population et plusieurs configurations différentes. Donc moi, c'était effectivement une équipe siège au niveau d'un service foncier environnement, avec la particularité d'avoir des salariés à la fois sur place, mais également à distance. Donc c'est une problématique un peu différente aussi. On a voulu voir quelles étaient leurs problématiques et de quoi ils voulaient parler sur ces relations et sur l'organisation. Donc les sujets qui sont venus, c'est vraiment des sujets au niveau de l'organisation. Donc comment améliorer les réunions, comment profiter des outils de communication à distance, comment peut-être faire un peu les réunions de manière différente pour être plus efficace. Donc c'est vraiment des questions d'organisation et de communication qui sont ressorties. C'est effectivement moi qui ai animé ce premier espace de discussion, ce premier TED, avec l'aide également de Frédéric. Mais on s'est aperçu que les sujets sont venus assez rapidement, avec un petit temps d'attente au début et un petit temps de démarrage, mais finalement, par une méthode de post-it et par une méthode de partage, l'ensemble des collaborateurs qui étaient là ont pris un peu la main et ont décidé ensemble quels étaient les sujets à traiter prioritaires et quelles actions mettre en place par la suite. D'accord. Alors là, il y a une question d'une internaute, Valérie, qui nous demande est-ce qu'il y a une taille idéale d'un groupe d'espace de discussion suite à vos expérimentations? Est-ce que vous dites qu'il faudrait être au moins tant de salariés et pas plus de... En fait, il faut pas être trop non plus, parce qu'il faut que chacun puisse s'exprimer et que les idées arrivent et que chacun ait l'occasion de s'exprimer et envie de s'exprimer. Si on a un groupe trop important, il y a toujours le risque que quelqu'un ne prenne pas la parole et que les sujets ne soient pas abordés. Donc je pense que le maximum, une dizaine de personnes, c'est bien. Donc c'est la taille idéale. Après, on peut voir en fonction de chacun, en fonction des groupes, ça peut être un peu différent. D'accord. Et combien de temps ça dure? Ça dure entre minimum, je pense, 1h30. Voilà, entre 1h30 et 2 heures, je pense que c'est la bonne durée. D'accord. Après, moi j'en ai fait une première, donc qui a duré 1h30. On en réalise une deuxième avec le même groupe, puisqu'ils m'ont demandé de revenir pour réanimer un nouveau TED. Et là on fera peut-être un petit peu plus court. D'accord, donc les salariés en demandent encore, ils sont plutôt satisfaits par ce format et la finalité. Je pense que les premiers, on a mis un peu plus de temps que ce qu'on envisageait, mais parce qu'il y a eu aussi, on a tous passé un temps pédagogique, où il était nécessaire pendant à peu près 20 minutes, des fois même un peu plus, à bien réexpliquer le pourquoi du comment, l'origine de ça,
même si l'enquête, on l'a menée en mars 2018. Voilà, pour certains collaborateurs, ils ne faisaient plus tous nécessairement le lien entre ce qu'on faisait aujourd'hui. Et donc, on a été expliqué. D'accord. Donc, il y a une nécessité effectivement de bien poser le cadre. Ça prend un petit peu de temps. Il y a une dynamique aussi d'apprentissage, à la fois pour les animateurs, mais aussi peut-être pour les salariés, de savoir finalement quels sont ces nouveaux espaces, qu'est-ce qu'on vient y faire et comment on s'exprime sur son travail. Mais ils ne sont pas toujours... en fait, ce qui se passe dans les premiers retours, c'est qu'on se rend compte que quand on commence à vraiment donner la possibilité à libérer la parole, des fois, ça ne vient pas aussi naturellement que ce qu'on pourrait envisager. Donc, c'est vrai, c'est là où, en tant qu'animateur, on doit faciliter les échanges de ce collectif et leur passer la main. Vraiment... D'accord. Alors, justement, une question d'une de nos internautes aussi. Que se passe-t-il quand les salariés ne veulent pas prendre la parole? Est-ce que ça vous est arrivé qu'il y ait des gens très récalcitrants, réticents Ça, c'est pas forcément réticent. Je pense que c'est plus le temps d'adaptation au départ pour expliquer ce qu'est l'espace de discussion, ce qu'est le TED et ce qu'on en attend. Et c'est vraiment un outil également pour les salariés, c'est un outil pour les collaborateurs, parce que c'est à eux de prendre la main aussi sur ces éléments-là, parce que c'est aussi leur manière à eux d'améliorer leur espace de travail et d'améliorer les coopérations, j'imagine aussi. Et comment, en fait, c'est vraiment l'objectif pour les collaborateurs de mieux faire et de mieux vivre leur travail. Donc c'est vraiment un outil qui est très intéressant pour eux. Oui. Et en fait, au bout d'un moment, le lien passe et la discussion se fait. Et chacun, l'expérience, c'est que chacun s'exprime. Donc il faut aussi relancer un peu, il faut aussi bien animer. Mais chacun s'exprime et on arrive à avoir des discussions et des actions vraiment intéressantes. D'accord. Et alors, quid des managers? Parce qu'on parle beaucoup des collaborateurs, il y a quand même les managers qui ont l'habitude d'avoir plutôt le lead sur leurs réunions. Comment ils prennent ce TED? Comment ils réagissent? Alors, Muriel, vous me dites au premier coup, ils n'ont pas participé, mais ils reviendront dans la deuxième vague. Il avait vraiment l'impression que s'il était là à la première réunion, il pourrait pas, la parole ne serait pas libérée. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas voulu être là la première fois. Après, c'est vrai que même nous, en tant que facilitateurs, on a toujours tendance à apporter la solution au problème, parce qu'on connaît les problématiques du terrain. Et je pense que le manager a aussi tendance, au départ, quand il ne connaît pas les EDD, à donner la solution. D'accord, donc à tomber dans du prescrit en disant vous devez faire comme ça. Donc c'est un vrai travail qu'on doit faire également pour accompagner les managers. D'accord. Il faut vraiment que ce soit un temps... les collaborateurs, on sait que de toute façon, il y a des personnes qui vont venir avec peut-être un peu des freins. Et quand on est dans un groupe, tout le monde n'est pas avec des freins. Et pour les expériences qu'on a pu mener, ceux qui ont pu avoir éventuellement des freins au début, ils ont pu découvrir finalement le potentiel de ces temps d'échange et de décision, et que la prochaine fois qu'ils viendront participer à ces temps-là, ils seront certainement peut-être plus impliqués parce qu'ils auront vu. Je pense qu'il faut un temps de découverte peut-être pour être pour certains 100% impliqués. D'accord. Alors effectivement, on suscite beaucoup d'intérêt parce qu'on a beaucoup de questions là en ligne. Donc je prends au fur et à mesure parce qu'elles sont vraiment en lien avec ce que vous racontez et vos expériences, vos retours d'expérience. Alors notamment sur la réserve initiale des salariés, alors que même cela répondait aux attentes exprimées dans l'enquête. Donc vous y avez également répondu, c'est plus de se dire effectivement ils sont mis en place, mais on va voir un petit peu comment ça se passe, comment ça se déroule avant de rentrer dedans. Et une autre question, c'est comment concilier le temps dédié au temps d'espace et au temps d'échange et décision, avec le temps de travail dit productif. Parce qu'effectivement, donc vous êtes, on a vu sur des sites de production avec des attentes de production, j'allais dire très normées. Alors comment prendre ce temps, sur ce temps productif C'est du temps principalement sur les réunions existantes. Ce qu'on a vraiment voulu faire, c'est, hormis par exemple sur l'exemple qu'a pu citer Muriel, on évite que ce temps d'échange et de décision soit un temps en plus. D'accord. Donc il appartient donc aux équipes dans des services où ils se réunissent habituellement pour passer en revue des indicateurs, la stratégie, les plans d'action, où on va, d'où on vient, etc. C'est là, il y a un moment donné, il faut que dans cet agenda, ils soient capables de temps en temps d'intégrer ce temps d'échange, où ils vont fermer les PC, oui. On arrête de projeter les PowerPoint et les fichiers Excel et les chiffres,
et on se parle de l'expérience du travail. Et donc, pour le coup, pour répondre à la question, c'est compris dans le temps qui habituellement était dédié à une réunion complète. Donc ça permet aussi d'optimiser un petit peu d'ailleurs la partie temps de réunion, on va dire classique, sur lequel on cherche, d'ailleurs dans la démarche qualité de vie au travail, en optimiser l'efficacité et la réduction du temps. Et simplement, donc au final, ce temps d'échange et de décision ne prend pas plus de temps qu'à l'accoutumée et ne vient pas nécessairement grignoter sur le temps de production. Vous avez pris la décision de ne pas créer une nouvelle réunion, mais plutôt de vous insérer dans les réunions existantes de façon à les optimiser et quelque part de dire de temps en temps, on l'organise différemment. Ce n'est pas une réunion descendante, mais c'est une réunion où vous allez pouvoir vous exprimer et trouver des actions pour agir sur votre travail au quotidien. C'est un vrai temps pour l'équipe, la tribu, le collectif. Voilà, et à un moment donné, ils doivent se dire on est d'égal à égal. C'est là où effectivement le manager il doit se mettre dans une position, on va dire, neutre. C'est très important pour donner la confiance aux équipes pour pouvoir s'exprimer. Et puis, c'est quelque chose qui va s'apprendre et se fluidifier avec le temps. Je pense que plus on fera ces temps-là, plus ça deviendra naturel. Et on se posera peut-être même plus de questions, on se dira même plus qu'on est en train de faire un temps d'échange et de décision. Ça deviendra naturel. On cherche même à ce que ça puisse devenir dans nos pratiques managériales classiques, dans notre ADN. D'accord. Alors, on va revenir sur cette question-là. Juste pour boucler l'expérimentation, donc ça fait à peu près 6 mois que vous conduisez ces TED un petit peu partout sur votre territoire, dans différents métiers notamment. On a vu des métiers à la fois de terrain, dans la carrière, le béton, mais aussi au niveau du siège. Quels effets vous pouvez dire au bout de 6 mois? Est-ce que vous avez beaucoup d'actions qui en sont sorties? Comment vivent? On a vu un petit peu les managers qui pouvaient être un petit peu sur la réserve ou en tous les cas dire allez-y au départ sans nous, mais après finalement ils sont plutôt emballés en disant oui, on voit bien l'intérêt et on s'y associe. En fait, ça fait effectivement 6 mois qu'on a lancé ces TED. Mais finalement, ils ont réellement démarré au mois d'avril-mai. Donc, les premières actions sont mises en place. Après, on va vraiment voir la concrétisation des actions dans les prochains TED qu'on va organiser. Là, le fait d'en organiser de nouveau au mois de juillet ou à la rentrée en septembre, on va vraiment voir ce qui a été mis en place. Et on va vraiment pouvoir voir l'effet de ces TED et pouvoir également en parler et pouvoir communiquer autour des résultats. Donc on sent que ça bouge, on sent qu'il y a un intérêt. Le fait que certaines équipes nous redemandent de venir, c'est aussi preuve d'un intérêt. Après, c'est sur le moyen terme et sur les prochaines semaines, prochains mois qu'on verra vraiment les effets. D'accord. Alors, autre question justement qui nous vient des internautes, notamment sur la mise en place des actions. Est-ce que ça prend du temps finalement entre les espaces de discussion, enfin ces TED, et puis la décision et la mise en place de l'action? Est-ce que vous avez déjà une idée, un retour là-dessus? Après, ça dépend vraiment des actions. Là, dans les actions qui sont à mener au service laboratoire, il y a des actions qui demandent des devis ou des décisions au niveau du N+1 ou du N+2. Donc c'est vrai que ça prend un petit peu plus de temps, mais les actions sont en cours. On voit vraiment qu'il y a une démarche qui se met en place. Donc, Et alors, qui suit la réalisation de ces actions? C'est vous? C'est le manager? Enfin, vous en tant qu'animatrice Comme c'était le premier EDD, je suis la réalisation des actions pour voir un petit peu si ça se met en place. En plus, c'est une équipe que je vois tous les jours, donc c'est plutôt facile de le mettre en place. Je pense que d'ici le mois de septembre, on pourra vraiment faire un point sur le suivi des actions. D'accord. Ok. Donc d'ici septembre, donc vous avez dit que vous auriez un prochain EDD avant l'été. Fin juin. D'accord. Et vous auriez déjà un premier retour quand même par rapport à ce qu'avait été Il y a évoqué? déjà des actions qui ont été mises en place, des demandes de devis, des choses comme ça. Donc je pense que d'ici la fin de l'été, on sera bien avancé sur le sujet. D'accord. Ok. Autre question également intéressante et notamment pour vous tous, c'est par rapport au document unique. Est-ce que vous faites le lien entre ce qui ressort de ces espaces de discussion et le document unique pour identifier les situations qui posent problème et les actions d'amélioration en termes de prévention? Je me pose surtout la question à Frédéric en tant que directeur santé et sécurité. Non, sincèrement, ce n'est pas quelque chose qu'on reboucle pas. Oui. On ne reboucle pas. On a une démarche d'évaluation des risques qui est mise en place depuis longtemps. Je pense que la question, elle est surtout attrait au fait que peut-être se cache derrière l'expression de certains
peut-être les aspects de risques psychosociaux, voilà, ou d'aménagement de la charge de travail, de la manutention, ou des choses comme ça qui devraient être réintégrées dans le document unique. Pour l'instant, ce n'est pas encore fait. D'accord. Mais c'est envisageable pour vous, ça fait sens En fait, la question est très pertinente. Je pense que s'il y a une véritable révélation par ce collectif d'une situation qui avait été méconnue par les équipes opérationnelles et les équipes d'animation santé-sécurité et qui n'aurait pas été prise en compte dans le document unique, il est normal que ça soit réintégré dedans. Après, encore une fois, ces espaces de discussion, ils ont pour vocation à améliorer et pas simplement à faire remonter les situations. Donc en principe, la résolution du problème devrait arriver assez vite derrière. D'accord. Prise en charge idéalement par la communauté ou le service qui soulève cet aspect-là. D'accord, donc dans ce que vous dites, effectivement, il y a cette intention de parler pour agir, mais agir vite, donner un petit peu de l'autonomie au niveau du terrain pour trouver des solutions et éventuellement, en cas de problème majeur, de faire remonter ça aux bonnes instances. C'est vraiment pas pour se débarrasser, par exemple, du problème, parce qu'en fait, on est convaincu que si on crée un système d'expression qui engorge faisons simple, des fichiers de suivi de plan d'action que des personnes dans des niveaux supérieurs doivent gérer, etc., c'est pas ça l'objectif. L'objectif de ces temps d'échange et de décision, c'est vraiment que les collaborateurs se sentent plus épanouis parce qu'ils sentent qu'ils ont plus de capacité d'agir sur leur environnement de travail au quotidien. Et cette capacité d'agir, elle ne se limite pas à la capacité de dire. Donc, c'est pour ça qu'on force ce trait-là, qui peut des fois paraître un peu étrange, qu'on force ce trait de la mise en action. Mais cette mise en action, elle doit vraiment être prise en charge par ce collectif. Et d'un seul coup, ça rend un collectif motivé, autonome, se sentant responsabilisé, ayant la confiance de sa ligne managériale, à pouvoir identifier des problèmes, se mettre d'accord ensemble sur les solutions et se mettre d'accord dans la manière de pouvoir les résoudre. Dans la limite de leur, on va dire, autorité, compétence, moyens. C'est clair qu'il y a peut-être des sujets, comme par exemple tout à l'heure, qui nécessitent la signature d'un bon d'achat ou des choses comme ça, certes. Mais il y a beaucoup de choses qui, au quotidien, peuvent être résolues simplement parce que d'un seul coup, ils se disent « top là, on décide, on le fait ». D'accord. Et là, ils seront satisfaits. Alors, juste pour une question et qui fait le lien avec une question que j'avais aussi envie de vous poser, c'est à l'issue de cette expérimentation, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez déployer et comment ça va se faire? Parce que là, vous êtes effectivement une dizaine de référents expérimentateurs. Comment passer à l'échelon supérieur dans un groupe tel que le vôtre? On a déjà envisagé un scénario, mais on se réserve le droit de le modifier. Oui. Parce qu'on est encore en phase d'expérimentation. Et donc, on a une réunion de clôture de notre phase d'expérimentation en septembre qui va nous permettre d'agréger, de bien faire la compilation de toutes nos expériences et de trouver ce qui semblerait être la solution idéale. D'accord. Pour ce sur quoi on est parti vous envisagez, oui. Ce qu'on envisage, c'est de faire en fait du transfert de savoir et de demander en fait à ces référents qui ont été formés de bien faire l'inventaire de l'existant par région. Donc il y a un référent un peu par région. Alors l'existant, vous entendez quoi par là? C'est-à-dire qu'en fait, on prend l'organigramme de notre société au sein d'une région, par exemple la région de Muriel. Elle voit quels sont les différents responsables de service. Derrière ces responsables de service, obligatoirement, il y a habituellement des réunions qui ont lieu avec les équipes. C'est de prendre contact avec ce responsable de service, de voir quand est-ce qu'il prévoit une prochaine réunion, de lui expliquer ce que sont les temps d'échange et de décision, de voir et de convenir avec lui du moment opportun où on pourrait venir faire une première séance en présence du référent, et qu'à cette occasion-là, ça permet de faire découvrir ce que sont les temps d'échange et de décision auprès de ce collectif, et par la même occasion, que le manager ou quelqu'un d'autre de l'équipe qui se sent avec plus d'appétence à pouvoir le faire, se dire que la prochaine fois, moi je veux bien prendre ce rôle qu'avait par exemple Muriel la fois dernière quand elle est venue nous animer ce temps d'échange et de décision. Sachant que ces référents par la suite, ils peuvent toujours être là pour prêter main forte, comme le disait Alexandre tout à l'heure. Il va réaliser un deuxième TED. Pourquoi? Parce que le manager lui a dit, écoute, j'aimerais bien le faire tout seul, mais bon, pour le deuxième, j'aimerais que tu sois encore un petit peu là, en couverture. Et c'est comme ça qu'on veut essayer d'essaimer, parce que notre problématique, c'est qu'on est une organisation multisite, et c'est comment déployer ça à l'échelle de notre société le plus rapidement possible. D'accord. Oui,
pour ajouter quelque chose à ce que dit Frédéric, effectivement, on veut rester pragmatique, hein, on n'a pas envie de recréer une structure, on ne veut pas recréer des réunions en plus, donc c'est vraiment s'insérer dans des réunions qui existent. C'est vraiment, nous, on est là en tant que facilitateur actuellement et animateur, mais on n'a pas vocation à le rester pour les années à venir. Hein. C'est vraiment, il faut que ça prenne, il faut que les managers et les équipes en général prennent le sujet. Donc il faut vraiment qu'on voit que ça marche, il faut vraiment qu'on communique autour de ça. Et après, on va essaimer de cette manière-là. Et ça deviendra naturel. Hein. Et c'est vraiment l'objectif que ça devienne naturel et que chacun y trouve son compte. D'accord. Alors, Alexandre, vous êtes particulièrement en charge de la formation et du développement des collaborateurs. Comment vous faites le lien justement avec le parcours des managers en termes de formation et puis cette habilité, cette capacité à animer des espaces de discussion, parce qu'on voit bien dans ce que vous avez raconté, c'est une nouvelle posture, c'est quelque chose qui n'est pas forcément maîtrisé de façon innée. Donc, est-ce que vous pensez l'intégrer à ce qui existe ? Alors, on y réfléchit fortement. En fait, on a un parcours qui existe pour effectivement les managers et pour les cadres chez Etium, qui s'appelle License to Manage. Donc, un parcours sur le management de développement de la communication, développement des managers. Après, on réfléchit effectivement à intégrer ceci dans le parcours, mais pas forcément non plus en fait. Comme disaient Frédéric et Muriel, c'est pas forcément le manager non plus qui animera ces espaces en fait. Hein. Ça peut être le manager, ça peut être quelqu'un de l'équipe. Donc on a encore cette décision à prendre et on a encore cette réflexion à avoir à la rentrée pour voir exactement qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait. Mais la partie formation sera importante, formation ou information ou partage d'expérience. Il y a vraiment quelque chose aussi. D'accord, parce que j'ai bien compris, là, donc il y a une volonté d'essaimer par capillarité dans l'ensemble de votre territoire. Déjà montrer à quoi ça consiste, et puis ensuite convaincre, et puis engager les personnes à faire, en premier temps avec vous, puis tout seul, qu'il soit manager ou qu'il soit juste collaborateur. On fait ce pari-là, maintenant... On verra. Enfin, on se dit que nous, on a été en mesure de le faire, donc a priori... D'accord. Et puis bon, on a quand même aussi le droit à l'erreur, le droit de l'expérimentation, donc... Alors, juste une question toujours, Alexandre, par rapport à votre direction générale. Comment ils perçoivent cette expérimentation ? Qu'est-ce qu'ils en attendent ? C'est bien perçu, et le fait qu'on ait créé ce petit groupe... et également qu'on soit là aujourd'hui et qu'on ait la possibilité de réaliser ces expérimentations, ça prouve que la direction générale s'intéresse beaucoup au sujet, à la fois de la qualité de vie au travail, mais également des TED. Donc l'attente, c'est que ça prenne, c'est aussi qu'on arrive à montrer que ça marche, hein, donc il y a réellement des actions qui soient menées et qui aboutissent. Et puis également pour la direction générale, mais nous en général aussi, qu'on arrive à voir qu'il y a une amélioration de la perception de la qualité de vie au travail par nos collaborateurs. Donc à travers les futures enquêtes et à travers également le ressenti qu'on peut avoir et les retours qu'on peut avoir à la fois de l'ensemble des collaborateurs d'Etium, qu'on puisse voir que les choses bougent. D'accord. Donc effectivement, une attente de performance sociale, pour le coup, hein, dans le bien-être des collaborateurs, avec des remontées via les indicateurs d'enquête, mais aussi plus naturellement, je pense également que les délégués syndicales et les représentants du personnel vont sentir aussi des remontées par rapport à cette mise en place. Souvent, on est la première ligne pour les remontées de ce genre d'informations. Donc c'est vrai que nous aussi, on aura une tendance... des salariés. D'accord. Merci beaucoup pour ce témoignage de Etium qui nous partageait là pendant cette dernière demi-heure son expérimentation sur la mise en place des espaces de discussion. Donc, ce que je vous propose, si vous voulez aller plus loin sur ce sujet, sur le site de l'ANACT, vous avez un premier guide qui existe qui s'appelle les 10 questions sur les espaces de discussion, mais également un kit pour vous aider à mettre en place des espaces de discussion et voir la démarche, comment on s'y prend pas à pas dans le cadrage, dans cet inventaire des espaces existants et puis ensuite dans l'animation. Alors, pour clôturer, simplement vous dire que nous enchaînons un webinaire tout à l'heure à partir de 11h, un webinaire destiné, alors on change du secteur, hein, on va aller du BTP vers l'industrie agroalimentaire et sur la filière viande, où on parlera plus exactement des conditions de travail, bien-être animal,
et performance dans les abattoirs et quelles pistes d'action. Donc un sujet aussi au cœur de l'actualité aujourd'hui. Je vous remercie à tous. Je remercie Alexandre, Muriel, Frédéric d'être venus à Lyon pour témoigner. Et puis à vous aussi pour nous avoir suivis. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci.